La suite des grandes gueules sur RMC sur numéro 23. Tout à l'heure, les GG et vous connaissez le principe. On reviendra ensemble au 32-16 sur les sujets d'actualité que nous avons abordés ce matin. Les fameuses photos publiées par Paris Match sur l'attentat de Nice. Est-ce que c'est une atteinte à la dignité ou tout simplement le droit à l'information qui s'exerce? Le patron de Paris Match était tout à l'heure avec nous pour défendre son point de vue. La justice est saisie de l'affaire puisque le parquet voudrait retirer de la vente Match. La décision tombera vers 14h, entre 14h et 15h. Il y avait débat tout à l'heure. On continuera avec vous bien sûr au 32-16. Les GG voulaient savoir si c'était une bonne invitation, si c'était une bonne idée d'inviter Donald Trump. C'est ce qu'a souhaité Emmanuel Macron. Trump qui est arrivé à Paris et qu'on va beaucoup voir pendant 2 jours. Le tapis rouge est déroulé pour le couple Trump. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a raison de le faire? Là aussi, tout le monde n'était pas d'accord. Et puis, nous avons fait grande gueule du jour le chef d'état-major des armées qui menace de démissionner car on demande au budget de la défense des économies. Bercy voudrait récupérer 850 millions d'euros. Là aussi, il y avait débat. Qui passe aujourd'hui le grand oral des GG? C'est une députée insoumise. RMC, le grand oral des grandes gueules. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. C'est vous qui vous faites appeler France Insoumise. Oui, c'est le nom du groupe. Il faut l'assumer. Députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Trump est arrivé ce matin à Paris. D'ailleurs, on s'en est rendu compte parce que ça Paris est totalement bloqué. la région parisienne. Totalement bloqué. Bon. Les métros, les RER, c'est on a eu raison d'inviter le président américain. Pour le 14 juillet, les festivités, non. Pourquoi? Je pense que c'est une profonde faute politique que le président de la République française souhaite discuter, s'entretenir avec le président américain. Évidemment qu'il doit le faire. Mais pour les cérémonies officielles du 14 juillet, qui est un symbole très fort de notre histoire, de l'histoire de notre République, on se rend compte ce que c'est le 14 juillet. C'est un moment historique qui a vu naître la République. Et je crois que le président américain n'a pas sa place ici. Il fait tâche? C'est plus que ça, c'est que malheureusement, nous sommes dans un moment où on a besoin de retrouver un petit peu de souveraineté vis-à-vis des États-Unis. On est embourbé dans l'OTAN, on est embourbé dans des négociations sur des accords de libre-échange de type CETA qui sont dangereux pour le bien-être des Français et pas que des Français d'ailleurs. Et donc je pense que un personnage aussi climato-sceptique, aussi réactionnaire y compris, soit invité à cette cérémonie officielle qui fête le pays des droits de l'homme, des droits humains, je trouve que c'est une faute politique. Oui. Karim, tout à l'heure, tu disais au contraire, il ne faut pas isoler Trump, il faut plutôt essayer de le ramener à la raison. Et une invitation, le temps passé entre les deux hommes, Macron et Trump, puisqu'ils vont se voir plusieurs fois, ils vont moi, j'ai pas de problème qu'ils aillent dîner à la Tour Eiffel, très bien. Ils se parlent, je suis inquiète sur ce que Macron va lui dire. En fait, c'est le 14 juillet qui vous gêne. Bien sûr, c'est. On a été invité le 20 juillet, c'était bon. Oui, bien que le président. Un grand défilé de militaires le 14 juillet. Eh ben moi, je pense que militaires américains aussi qui vont le 14. Voilà, non mais ça y est, ça a été dévoyé depuis belle lurette où on fait plus la fête. Alors vous pensez que du coup on s'en fout et on fait n'importe quoi? Moi, je pense qu'il faut réinvestir. Moi, je compte pas sur Macron pour remettre des balles et supprimer l'armée. Donc les balles, il y en aura quand même. Les balles populaires. Non, mais je trouve que c'est un peu exagéré. Je trouve que je suis d'accord. On peut être d'accord avec vous un peu sur le fond, mais en même temps. En même temps, ça y est. Parler. Mais oui, moi, parler quand même du 14 juillet comme si c'était uniquement la fête du début de la République, etc. Je trouve ça. C'est quoi d'autre alors? C'est pour moi en ce moment, c'est un immense défilé de militaires. Oui, mais ce sera pas remis en cause. Donc un immense défilé de militaires sur les Champs-Élysées. On a invité des ricains parce que voilà, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On est dans le même bain, et donc ça tient à peu près la route. Mais c'est ça que je conteste. Je conteste les deux. Mais c'est un vrai truc de fond, quoi. C'est un truc de fond. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais, mais on peut pas utiliser cet argument-là sur cette invitation aujourd'hui en 2017. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les symboles qui fondent notre République sont en effet dévoyés par peut-être le type de cérémonie qu'il faudrait sans doute modifier, mais aussi par la présence de Donald Trump. Et je n'attends pas d'Emmanuel Macron qui fasse les choix politiques qui seraient les nôtres. On me demande mon avis sur est-ce qu'il est le bienvenu. Je dis que non. Si nous étions aux manettes, il ne serait pas le bienvenu de cette façon-là. Il faudrait supprimer ce défilé militaire, Clémentine Autain. Je pense qu'il faudrait, je n'ai pas réfléchi précisément à comment il faudrait organiser cette journée, mais je pense qu'en effet, un certain nombre de jeunes, en voyant le défilé militaire, etc., savent plus trop bien ce qu'est le 14 juillet. Je le crois. Karim Zeribi. Clémentine Autain parle de symbole, on peut l'entendre, mais il met en face un autre symbole, qui est celui du centenaire, qui est un symbole historique. Et ensuite, derrière, il fait de la politique. Il fait pas de la politique de l'intervention américaine lors de la Première Guerre mondiale en 1914.
aussi l'utilité de ce symbole et qui est effectivement la justification de sa présence le 14 juillet et pas le 20. Donc, un peu un prétexte, ce centenaire. Mais certes, c'est un prétexte, mais en tout cas, il existe. Je veux dire, on l'a trouvé. C'est pas l'année prochaine qu'on le fêtera. C'est pas l'année prochaine qu'on le fêtera. Et donc, de fait, par rapport à ce symbole qui est effectivement fêter le centenaire. On sent pas que les Américains vont nous libérer. Je sais pas, je voudrais pas être désagréable. Le centenaire. Non, vous ne trouvez pas? Non, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est. On compte pas trop là tout de suite sur les Américains dirigés par Trump pour libérer les Français. Le sujet, c'est pas que Trump nous libère, Dieu merci. Donc, mais c'est que nous libère de quoi? Laissez Dieu tranquille. C'est que nous, mais j'ai pas de tabou avec Dieu. Donc c'est que nous le fassions venir un peu sur nos positions. Et là, après, il y a un enjeu politique. Et moi, franchement, parler de profonde faute politique. Alors, de toute façon, Trump, il est là, donc on va l'accueillir. Mais oui, il est le bienvenu. Alors, maintenant, Clémentine Autain... Il va peut-être nous libérer du socialisme. En tout cas, c'est le socialisme, c'est le deuxième débarquement. Du socialisme, mais où Clémentine Autain, sérieusement, hier, la France Insoumise avait appelé à des rassemblements un peu partout, notamment en République. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui appelle à une forme d'insurrection morale contre la nouvelle réforme du Code du travail. Je voulais savoir, ça veut dire quoi, insurrection morale ? Cela signifie sans doute d'abord un éveil des consciences sur ce que contient concrètement ce projet d'habilitation à agir par ordonnance pour le gouvernement et donc à détruire, à dépecer 500, peut-être plus, mais au moins un siècle de luttes sociales qui ont permis de bâtir des droits, des protections pour les salariés. Et là, moi j'assiste au débat depuis 3 jours, encore ce matin, on était en train de parler... Oui, il y a un débat à l'Assemblée, parce qu'on nous disait il n'y aura pas de débat. Vous-même, vous avez dit il n'y aura jamais de débat. Là, ça fait 3 jours que vous débattez déjà. C'est un débat. Alors d'abord, pour déposer des amendements, on a eu quelques jours, et encore, heureusement qu'on a pris le lundi, puisque c'était jusqu'à 18h du Congrès de Versailles, et qu'on a rédigé nos 132 amendements plutôt que d'aller au Congrès de Versailles, parce que sinon, le débat va à une vitesse qui est totalement inadmissible, et on voit même les députés de La République En Marche découvrir les débats au fur et à mesure. Oui, mais il n'est pas conclusif sur les mesures précises, c'est ça qu'il faut comprendre, puisque le gouvernement, on lui dit, on définit le périmètre, alors là-dessus, il va pouvoir créer ou non des contrats de chantier, des nouvelles formes de CDD, transformer complètement les règles pour les prud'hommes. Je veux dire, il y a de très nombreux données inversées l'ordre social, parce que le fait que des accords d'entreprise puissent à l'avenir primer sur des accords de branche, sur des sujets centraux, sur lesquels on n'a jamais réussi à savoir d'ailleurs lesquels ils allaient être, parce que le gouvernement ne nous répond pas. Non, ça se négocie, mais les parlementaires devraient pouvoir donner leur mot sur cette affaire. Entre le discours de la France Insoumise sur ce sujet précis, où vous êtes vent debout depuis le début contre cette loi qui casserait tous les acquis sociaux depuis 100 ans, et le ton plutôt mesuré d'un Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, et même d'un Philippe Martinez de la CGT, qui joue le jeu de la négociation avec Muriel Pénicaud. Bon, la négociation qui se poursuit, et c'est quand même frappant, ce décalage entre vous et finalement les syndicats. Alors, qui a raison ? Est-ce que vous en faites trop ? Est-ce que les syndicats n'en font pas assez ? Je ne vois pas en quoi nous en faisons trop, parce que, encore une fois... Mailly n'a pas ce ton virulent, par exemple. Non, mais Mailly n'est pas parlementaire, il joue son rôle à la place qui est la sienne, et moi, en tout cas, je ne lui donne aucune leçon. C'est pas mon rôle de donner des leçons. Je suis parlementaire, député, élu sur un programme politique, et je veux alerter ceux qui nous écoutent sur la dangerosité du périmètre qui est laissé à la main de ce gouvernement. Les représentants des salariés ou les députés de la France Insoumise ? Libéral. Mais les représentants des salariés ont aussi, certains, annoncé une journée de mobilisation en septembre. Donc ils négocient, ils essaient de voir un petit peu quel est le cadre, et vous inquiétez pas, le moment venu, vous en aurez un paquet dans la rue, très mobilisés, ils auront la dent mordante quand ils vont voir concrètement la suppression des CHSCT. Je ne sais pas, je ne lis pas dans le mar de café. Je pense qu'il devrait y avoir une grande mobilisation, parce que c'est une loi particulièrement néfaste, tout simplement pour l'avenir des salariés. Charles Consigny. Non, moi je signe pas des 2 mains toute la réforme de Macron sur le droit du travail. Je pense, je l'ai dit il y a quelques minutes, sur le plafonnement des indemnités prud'homales avec la création d'un barème et que ça devienne automatique, je pense que c'est pas une bonne chose, parce que chacun a une trajectoire différente. Pourquoi ? Parce que ça concerne des gens qui sont en conflit et qui finissent par aller au prud'homme. Ça concerne beaucoup de monde, ça. Non, je suis pas d'accord. Ça concerne quand même beaucoup de gens. Ça concerne les avocats. Non, ça concerne les salariés. Ça concerne les salariés. Quand même, pour des licenciements qui ne sont pas légaux, en fait. Les salariés. Pourquoi est-ce que le droit du travail est construit comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'on a pu dire qu'il était
à certains égards, excessivement protecteur des salariés. C'est parce que il se base sur l'idée qu'entre le fort et le faible, c'est la loi qui affranchit et la liberté qui opprime. Et donc, on dit que... L'accordaire, magnifique. Voilà. Il faut... Finalement, tu es d'accord avec Clémentine Autain? Non, oui, mais... ça va pas durer complètement, pas complètement. Sous frais qu'il puisse y avoir une nuance dans ce que je dis, c'est que je pense que par ailleurs, le droit du travail dans son ensemble, au-delà de certains points qui me chiffonnent, est une usine à gaz qui, en réalité, pose beaucoup de problèmes aux entreprises françaises. Et il y a tellement de règles, c'est tellement énorme que les entreprises n'arrivent même plus à le respecter, même de bonne foi, tellement c'est compliqué, tellement c'est... Alors, la complexité de notre... Oui, la rigidité, je sais, ça fait 3 jours que on est dans le 3 jours, il y a eu des rapports, on le dit depuis des années. J'ai plaisir à vous entendre au moins pointer cette question fondamentale qui a fait partie de nos débats à l'Assemblée, qui concerne ce rapport entre le fort et le faible. Parce qu'à La République En Marche, les députés, la ministre, nous explique du matin au soir, nous parle comme s'il y avait une symétrie parfaite entre un employeur et l'employé. Voilà, il suffit de négocier, on est dans le monde des bisounours, tout est très sympathique et il suffit qu'ils s'entendent, qu'ils dialoguent. De toute façon, ils ont des intérêts communs, les patrons, ces pauvres patrons, etc. Bon, donc on a une vision, je dirais, de l'entreprise qui est en fait très différente. Eux nous parlent compétitivité, coût du travail, comme on nous parle, comme disait la chanson, et puis nous, de l'autre côté, on leur explique que il y a du chômage, il y a de la précarité, que ce chômage de masse et cette précarité grandissante... Le chômage, il est avec ce code du travail que vous défendez. C'est là le paradoxe. Non, mais on est dans un pays où il y a plus de chômage qu'ailleurs avec ce code du travail que vous ne voulez pas toucher. Deux remarques là-dessus. Donc ça serait, c'est que l'idée... le code du travail protégeait vraiment les Juste salariés. 2 remarques là-dessus, très rapidement. L'idée qu'on va lutter contre le chômage en facilitant les licenciements est quand même une idée sacrément curieuse. Et deuxièmement, l'Italie et l'Espagne... On peut embaucher plus facilement. Mais on peut embaucher, c'est un leurre, ça. Je veux dire, et deuxièmement, en Italie, en Espagne, très récemment, des lois de ce type ont été adoptées. Le chômage n'a pas baissé. Donc, c'est pas la corrélation. Il y a d'autres exemples. En Allemagne, ça a été adopté. Le chômage est à 4,5%, il est à 10% chez nous. Bien sûr. Mais en Allemagne, on crée des travailleurs pauvres massivement. Nous, on crée des gens au RSA, mais c'est on peut changer le système de chômage par la création massive de travailleurs pauvres. En Allemagne, 2,5 millions de personnes travaillent pour moins de 5 euros de l'heure. Et en France, combien de gens touchent le RSA? Personne ne travaille pour moins de 5 euros de l'heure dans le cadre du Code du travail. Combien de gens touchent le RSA en France avec aucune perspective un jour de sortir chez eux, travailler, avoir une vie sociale, parce qu'on leur donne un RSA et qu'on pense que c'est suffisant pour vivre? Vous avez raison, il faut augmenter les minima sociaux et par ailleurs permettre... Non, mais si. Il n'y a pas trouvé du boulot pour ces gens-là. Si, moi je suis sur la ligne où il faut... mais ça supposerait de partager le temps de travail pour que tout le monde puisse avoir du travail et également d'avoir une relance économique par l'activité. Et or, le gouvernement n'a pas décidé d'investir dans la transition énergétique et donc de créer de l'emploi, n'a pas décidé de mener les chantiers qui sont les chantiers qui permettraient de relancer l'économie. Il s'attaque au code du travail en urgence, alors qu'il n'y a pas d'urgence là-dessus, que même les employeurs, vous avez vu l'enquête de l'INSEE, même les employeurs, quand on leur dit quel est le frein, pourquoi vous embauchez pas, la première réponse n'est absolument pas le code du travail. Le code, c'est le carnet de commande, c'est d'autres raisons. Mais il y a quand même dans la liste, il y a aussi 18%. 18%. Olivier, non, mais c'est pas la priorité. 18%. On peut embaucher en France en CDD renouvelable 9 mois, puis encore 9 mois, et ça n'a pas créé d'emploi. C'est-à-dire, tu peux embaucher en sachant que la personne que tu embauches, tu vas pouvoir la virer au bout de son contrat. Les gens ne veulent pas. Et ça n'a pas favorisé l'emploi. C'est un leurre. C'est un leurre. Karim. Non, dans le décalage que tu évoquais tout à l'heure entre les syndicats et la précipitation de la France Insoumise à vouloir mettre les gens dans la rue, je pense que les syndicats veulent jouer jusqu'au bout le jeu du dialogue pour pas qu'on leur reproche. Et une fois qu'ils en sauront vraiment plus et qu'il y aura une vraie transparence et lisibilité sur ce que veut faire le gouvernement, je pense que les syndicats s'élèveront et en appelleront effectivement à la prise de conscience des salariés. Du temps de la loi El Khomri, notamment Jean-Claude Mailly. Tout de suite, dès le début. Oui, mais parce que la loi El Khomri, elle affichait la couleur tout de suite. Là, Macron, ils avancent jamais de manière totalement découverte. Donc là, ils demandent au Parlement de leur donner pouvoir pour poser le cadre. Mais ils disent pas réellement ce qu'ils feront. Les mesures sont sur la table. Oui, mais c'est pas clair. Je veux dire, et tu vois bien qu'un jour on avance d'un pas et le lendemain on recule d'un pas en fonction de l'opinion, en fonction de
Donc, qu'est-ce que fait la France Insoumise? La France Insoumise anticipe la prise de conscience des citoyens et des salariés pour qu'ils s'intéressent au sujet. Et effectivement, que peut-être à la rentrée, qu'il y ait des actions plus fortes. Je pense que c'est aussi le rôle des députés que d'alerter l'opinion et les citoyens. Ça fait partie aussi, c'est pas simplement légiférer au sein de l'Assemblée. Il y a un rôle aussi à l'extérieur quand même. Oui, mais c'est peut-être... J'aurais pas mieux dit. Hein. C'est peut-être le problème aussi de la France Insoumise, l'ambiguïté, c'est à la fois vous voulez jouer le jeu parlementaire, vous avez un groupe, vous êtes maintenant députée, Clémentine, et en même temps, vous ne croyez pas à la Ve République, vous ne croyez pas à ce régime, vous ne croyez pas à ces institutions, et vous êtes en quelque sorte obligé d'organiser des rassemblements ici ou là, et de faire de l'agitation, entre guillemets, mais sans être péjoratif, autour des sujets qui fâchent. Et cette ambiguïté, est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas d'ambiguïté, être un problème à gérer? Non, il y a l'utilisation des moyens à notre disposition pour faire avancer une cause qui est notre bataille pour faire en sorte que la société progresse au lieu d'être sans cesse plongée dans la récession économique, dans la dépression, dans le chômage et la précarité. Donc c'est une bataille politique. Donc on l'amène à l'Assemblée avec le rapport de force qui n'est pas celui du pays. J'insiste là-dessus parce que, en gros, notre famille politique, on est une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, ceux qui s'opposent à cette loi, qui sont sur un projet politique bien identifié, différent et justement de rupture économique, sociale, démocratique. Donc on mène ensemble ces batailles, mais on est 30, c'est pas la réalité. 30 sur 577 dans le pays, c'est pas vrai que c'est ça. Là, vous comptez quoi, les communistes? Oui. Et certains socialistes? Les socialistes, vous savez, ils sont 30. Le Front National aussi qui est contre. Oui, mais pas sur les mêmes bases politiques. On défend pas, bien sûr, mais on va pas mettre. Il y a aussi à droite, j'ai entendu des argumentaires parfois, mais on n'a pas le même projet politique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la société, c'est pas vrai qu'on représente ce rapport de force. Donc cette République est quand même sacrément malade, mais nous allons utiliser tous les moyens, dedans, dehors, pour mobiliser et continuer cette reconquête populaire qui a été initiée fortement dans cette campagne présidentielle. Dans un instant, la suite du Grand Oral de Clémentine Autain sur RMC et sur numéro 23. Le grand oral de Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis avec Étienne Liebig, Charles Consigny et Karim Zeribi. Alors, il paraît que vous plaignez, il n'y a pas de garderie à l'Assemblée nationale, Clémentine, pour garder vos enfants. Et alors, ça a déclenché une polémique. Revenez à la source. Oui, la polémique a été déclenchée par une interprétation un peu curieuse d'une interview que j'ai donnée aux Parisiens, dans laquelle j'expliquais tout simplement que l'Assemblée nationale est un lieu qui a été fait par les hommes et pour les hommes, comme à peu près l'essentiel du monde social, c'est pas spécifique à l'Assemblée nationale, et que la question des rythmes de vie, la conciliation entre vie familiale et activité politique ou vie professionnelle, elle se pose avec force. Et il me semble que symboliquement, si l'Assemblée nationale prenait des mesures pour sa propre organisation, prenant en considération ça, on ferait avancer toute la société. Ça permet que les parlementaires prennent conscience de ces enjeux-là. Je pense que c'est une bonne idée pour l'ensemble de la société. Et je donnais un exemple, et je maintiens mon exemple, qui est que vous avez à l'Assemblée nationale la possibilité, avec votre fameuse enveloppe dite IRFM, pour les frais de représentation, de vous acheter un costume, même très cher, mais vous ne pouvez pas payer une babysitter. Donc c'est intéressant de voir les préoccupations qui existent. Vous avez un coiffeur à l'Assemblée nationale, vous avez un médecin, mais il n'y a pas de possibilité, si vous êtes un jour en galère avec des emplois du temps qui sont très chargés, de déposer les enfants. Avant, finalement, la question ne se posait pas. Donc c'est pas une revendication d'ordre corporatiste, c'est une revendication qui doit irriguer l'ensemble de la société. Ce qui est intéressant, c'est que ça a créé une polémique. Oui, je sais bien. J'entends bien. Non, mais d'abord parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'égard des politiques et que si on parle de nos propres conditions d'exercice de mandat, ça devient un sujet crispant, ce que je comprends parfaitement. Mais là, il s'agit de la présence, notamment des femmes, de casser le plafond de verre, qui ne concerne pas que les femmes politiques, qui concerne toutes les femmes dans l'entreprise, qui concerne des caissières qui travaillent en 3-8 et qui ne savent pas comment faire avec leur môme. Et donc, comprendre qu'il y a un lien au sens où c'est une question qui traverse toute la société. Et les jeunes hommes se les posent aussi, même comme des jeunes cadres, qui ont envie de pouvoir de temps en temps aller chercher leurs enfants à l'école, etc. Pas toujours programmer des réunions en fin de journée. Moi, je dis que la question
question des rythmes, que la question d'un service public d'accueil de la petite enfance dans ce pays doivent se poser comme des questions politiques, non pas marginales, mais centrales dans le débat politique. On va changer, justement, on va essayer de changer des choses, si j'ai bien compris, dans la façon d'organiser la vie politique. C'est la loi sur la monétisation publique. Au Sénat, il y a eu débat sur oui ou non, faut-il supprimer les emplois familiaux Oui, il faut les supprimer, il n'y a pas de doute. Parce que c'est pas injuste, parce que finalement, l'affaire Fillon, c'est pas un emploi familial, le problème, c'est un emploi fictif. C'est parce que il y a soupçon sur le travail effectué par Pénélope Fillon. Mais si vous supprimez, il l'aurait pas supporté. Si vous supprimez les emplois familiaux, vous ne supprimez pas les emplois fictifs. Non, c'est sûr. Non, mais il faut lutter contre les emplois fictifs. Ça me paraît quand même minimum. Dans le bon ordre, il a raison. Dans le bon ordre, c'est pas d'embaucher son fils qui est compétent qui pose un problème. C'est d'embaucher son fils qui ne travaille pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Évidemment. Il y a plein de Français, justement, vous dites, il y a plein de Français qui travaillent en famille, parce qu'on a peut-être envie de travailler avec ses enfants, sa femme, Moi, je pense son que mari. c'est une précaution quand même qui permet d'éviter le mélange des genres. Je crois. Oui. Je voterai, moi. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Par exemple, les fameuses enveloppes, est-ce qu'il faut mieux les contrôler ? Parce que maintenant, vous découvrez ce système. Exactement. Oui, moi, je pense que le fait qu'il y ait des factures sur les dépenses me paraît normal. Oui, bien sûr. Même si, au nom de la séparation des pouvoirs, les parlementaires ont toujours défendu leur liberté de pouvoir agir comme bon leur semble, utiliser leur argent comme bon leur semble, et d'être pas obligé de dire voilà avec qui je déjeune, etc. Des factures, on n'est pas obligé de dire avec qui on déjeune. Ça, je trouve ça normal de pas forcément toujours dire avec qui exactement on déjeune. Si vous faites une note de frais, normalement, vous mettez le nom de votre interlocuteur. On doit marquer le nom, parce que l'idée, c'est que le déjeuner est à des fins professionnelles. Je suis pas sûre qu'on arrive à la transparence totale, mais je crois que le problème est plus profond. Et puis faut faire attention à pas s'arrêter que sur les notes de frais des parlementaires, parce que la question de la corruption, elle concerne essentiellement, je veux dire, à des niveaux qui sont des niveaux beaucoup plus importants. Le lobbyisme. De lobby, d'être. C'est ça qu'il faut toucher. Je veux dire, la loi. Il y a des symboles. Non, mais la moi, réserve parlementaire, c'est très bien qu'elle soit supprimée. Ça, je trouve. Parce que le clientélisme local. Elle n'est pas encore supprimée totalement. Oui, ça mérite discussion. Mais justement, contre le lobbyisme, il y a pratiquement rien à faire. C'est presque un système institué à la fois à l'Europe. Ici, pratiquement, on sait que les entreprises fonctionnent par lobby, on le sait, et c'est comme ça partout, et c'est très bien accepté. On voit que, voilà... Et le mélange des genres public-privé, moi, c'est ça qui me gêne le plus aujourd'hui dans l'évolution de cette République, c'est que le sens qu'on appelle l'esprit public a vraiment perdu de les allers-retours dans le public. Les allers-retours privés, publics, le directeur de cabinet qui se retrouve tout d'un coup à la tête d'une entreprise, c'était justement le sujet qu'il traitait. Voilà, et donc je pense que ce qu'il faut réinsuffler dans l'espace public, dans la responsabilité politique, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens de l'État. Oui, mais en même temps, si on veut que les gens viennent un peu d'un autre milieu, il faut qu'il n'y ait que des fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas ça. Non. Bah oui, mais comment vous voulez qu'ils fassent ? Fonctionnaires, mais vous mélangez tout. Là, je vous parle de politique et d'élus de la République. Public-privé. Si tu rentres dans un cabinet d'avocats, par exemple, le systématisme à rentrer dans un cabinet d'avocats parce que tu as un énorme carnet d'adresses, par exemple. Il faut interdire ça ? Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire, que c'est pas qu'une question d'interdiction. Est-ce qu'il faut empêcher quelqu'un, par exemple, de rentrer dans un cabinet d'avocat après une fonction d'élu, ou avant, ou pendant ? Et encore cabinet il faut le faire ou il faut pas le faire ? Peut-être pendant, alors. Non, je pense que si nous voulons une 6e République et pas simplement d'aller mettre quelques mesures. Excusez-moi, mais c'est quand même des mesurettes par rapport à l'ampleur de la crise démocratique. Vous allez avoir des professionnels de la politique. Non, je ne veux pas. Comme Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, mais qui n'ont fait que ça dans leur vie. Statut de l'élu. Non-cumul des mandats, en nombre et dans le temps. Je vous assure qu'avec ça, vous allez bien régénérer. Donc Jean-Luc Mélenchon ne pourrait plus être dans la vie politique. Il peut être, s'il peut faire des mandats différents, il peut dire non, c'est pas un drame. On peut faire des allers-retours. Et par ailleurs, il a une vie politique qui correspond aux générations pendant lesquelles il a exercé. Un parcours à la Mélenchon ne sera plus possible si on décide effectivement de limiter dans le temps. Mais on peut les faire différemment. Regardez-moi, si on veut que des gens viennent un peu d'ailleurs. Oui, mais moi, j'ai pas eu de mandat pendant. Alors, d'un seul coup, le nombre d'années exact, mais 8 ou 10 ans. Bon, ça m'a pas empêché de faire de la politique, d'être une militante, d'être engagée. Donc, le mandat n'est pas... Ça, on peut faire la politique. C'est bien ce que je vous dis. Donc, on peut faire de la politique sans avoir de mandat, faire un mandat et puis, en faire un autre moment de sa vie. Mais ce que nous voulons dire, c'est que, vu l'état de défiance aujourd'hui à l'égard des politiques, et d'une certaine manière, cette polémique sur la garderie, qui est un peu... elle vient, parce qu'elle cristallise sur ça, sur cette
défiance qui est Donc si on veut remettre les compteurs à zéro pour recréer de la confiance, je crois qu'on s'en sortira pas avec des petites mesurettes sur une loi de moralisation. À quoi vous pensez comme mesure Une nouvelle république, ça veut dire on recommence. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut un nouveau processus pour créer une nouvelle république. Donc, ça veut dire des assemblées. Assemblée constituante, et on redéfinit les bases de notre république. Oui, d'accord. C'est pas rien, concrètement, quand même. Oui, mais ça, c'est pas une mesure concrète. Je ne peux pas vous dire quelle est l'issue. Sur la moralisation, par exemple, vous dites il faut recréer la confiance, etc. Vous voulez faire quoi ? Je suis en train de vous dire que ce que nous proposons, c'est une assemblée constituante. Oui. Donc, c'est pas moi qui ai toutes les réponses. C'est de faire une assemblée constituante pour justement redéfinir les bases de notre système démocratique. Donc, ça pourrait toucher à, par exemple, mettre de la proportionnelle, créer un statut de l'élu, faire en sorte qu'il y ait un non-cumul des mandats, la révocabilité des élus, même si, il faudra avoir une discussion là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, y compris sur la justice, sur les médias, sur la place des lobbies, comment lutter contre le lobbying par rapport à ceux qui décident de la loi. Tout ça doit être posé et redéfini. C'est ça que nous disons pour cette nouvelle République. Karim, j'ai vu réagir sur l'histoire privée-publique. Oui, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. On dit aux Français, vous ne pouvez pas avoir la même activité toute votre vie. Et on a des politiques qui rentrent à 25 ans, système parlementaire, et à 28, ils sont élus, et à 70, on les retrouve encore avec des mandats. Je veux dire, c'est insupportable, cette forme de professionnalisation, de la politique. Là, il y a eu un renouvellement, 75% des députés sont nouveaux. Ça ne vous a pas échappé, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une démarche qui a retourné un peu la table. Sinon, vous pensez que les gens auraient été balayés comme ça, ou se seraient retirés d'eux-mêmes. Enfin, il faut être sérieux, quoi, je veux dire. Et il n'y a pas de tabou à dire que Jean-Luc Mélenchon, il incarne effectivement ce vieux monde. Il a été le plus jeune sénateur de France, il a quasiment fait tous les mandats, il a été parlementaire toute sa vie. Mais c'est pas une insulte que de dire la vérité, quand même, à un moment donné. Il a une grande gueule, il dit les choses, on a le droit aussi de les dire le concernant. Et c'est pour ça que moi, je considère que le public et le privé, la frontière, il faut arrêter aussi d'expliquer qu'il y a conflit d'intérêts automatique parce que tu as travaillé un peu dans le privé. C'est pendant l'exercice de ton mandat. Et on a vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas allés travailler dans les grandes firmes. Je veux parler de M. Ferrand. Pendant qu'il était parlementaire, il était aussi salarié d'une mutuelle. Donc on peut ne pas être dans le grand capital et être considéré aussi par les conflits d'intérêts. C'est une question d'éthique aussi individuelle. Donc, alors il faut poser la règle, mais il faut aussi que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle. Donc tu peux ne jamais avoir travaillé dans le privé, avoir été député toute ta vie et être serveur au service des intérêts des grandes firmes. Attends, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Mais c'est bien pour ça qu'il faut faire du clientélisme. Et le temps que la 6ème République arrive, il faut quand même avancer et progresser. Et la loi de moralisation, je pense que même si elle n'est pas parfaite, elle va quand même dans le bon sens. Ah bon ? Et c'est quoi, là, les mesures qui vont dans le bon sens ? La limitation, vous parlez du nombre de mandats dans le temps, excusez-moi, je ne crois pas que ça existe, mais là, on va le proposer à 3. Moi, j'aurais préféré 2, mais 3, c'est déjà mieux que 6 ou 7 mandats. La réserve parlementaire, je vois que ça vous chagrinait parce que vous êtes parlementaire. Moi, j'ai vu le clientélisme qu'elle a généré sur le terrain. Ça a aidé aussi les associations, certaines associations. Lesquelles ? Celles qui étaient au service et qui votaient pour le député ? Ou les associations qui bossent? Non, soyons sérieux. Si l'État fonctionne comme il se doit par ses institutions au plan local, tu donnes des subventions aux associations qui sont utiles. Le député de son propre chef, de manière arbitraire, sa petite cagnotte, elle sert ses intérêts particuliers. Il faut qu'on en sorte. Clémentine Autain. Non, mais sur la réserve, pourquoi pas de la supprimer. La seule chose qui me dérange, en fait, c'est qu'on est aussi dans un monde... comment vous dire ? Pour les petites associations, comme pour les petites entreprises d'ailleurs, les TPE, les PME, de bureaucratisation effroyable pour tout. On a l'impression que le rapport humain, d'ailleurs, c'est une des raisons... Là, vous rejoignez Macron, là. Je rejoins Macron, mais vous avez vu ce film de... la bureaucratie, non, pas du tout. Vous avez vu le film de Ken Loach, le dernier film de Ken Loach, qui raconte justement comment le libéralisme économique, le capitalisme génère une technocratie, une bureaucratie absolument effrayante. Donc moi, je fais plutôt le lien entre ce monde libéral et capitaliste, parce qu'on se plaint des fois de l'administration qui fait pas ci, qui fait pas ça. Mais enfin, les banques, je vous assure, des fois, quand vous voulez faire un crédit, on vous fait signer, re-signer, 15 000 rendez-vous. Je veux dire, on est aussi en plein délire. Donc c'est les grosses structures qui génèrent ça. Et le contrôle social, mais terrifiant, de plus en plus grand, des chômeurs, de ceux que vous appelez facilement les assistés, etc., devient
insupportable. Et pour les petites associations, s'il n'y a pas à un moment donné un rapport humain, c'est pour ça que je suis inquiète dans la loi que veut proposer Emmanuel Macron sur le fait de mettre de la proportionnelle. Très bien, on est totalement pour, mais dans la dose, ça veut dire qu'il risque de redessiner les circonscriptions. Et vous allez avoir des circonscriptions à échelle qui ne sont pas des échelles humaines, qui permettent le rapport humain. Et donc, dans cette réserve, je ne dis pas qu'il faut la conserver. Je veux juste... je ne sais pas ce que je dis, parce que je vois bien le biais du clientélisme qui est un problème. Mais il pourrait y avoir des jurys transparents, etc. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais ça ne va pas être remplacé. Donc, c'est de l'argent qui ne va pas être remplacé. Donc, pour des associations qui sont aujourd'hui aidées avec les mesures drastiques de réduction des dépenses publiques, puisqu'on ne sait pas trouver des recettes, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais on va y revenir maintenant, parce qu'il nous reste peu de temps. La fiscalité, on a du mal à suivre le gouvernement. Ça va dans tous les sens. Là, surtout un sens, quand même. Non, parce que finalement, on avait compris qu'on augmentait plus tôt les impôts avant de les baisser plus tard. Puis là, maintenant, on veut faire tout ça en même temps. C'est-à-dire la CSG va augmenter, mais CSG, en revanche, on va réformer l'ISF, on va supprimer c'est assez simple, non la taxe d'habitation. Tout est clair. Vous avez 7 milliards d'euros qui vont être redistribués au profit des 0,01% les plus riches en France. Vous avez 46% de baisse des impôts qui va aller dans la poche des 10% les plus riches en France. Ceux qui payent des impôts. Parce que la baisse des impôts ne peut concerner que ceux qui payent les plus riches de ceux qui payent des impôts. Pendant ce temps, on nous explique que la hausse sur la CSG va donc concerner des ménages qui sont censés être aisés. Et vous êtes aisés quand vous êtes retraité à partir de 2 000 € quand même. Et les salariés vont avoir une baisse compensée, ça sera compensé par une baisse. Et la taxe d'habitation, je m'amuse, sauf que c'est en fait terriblement pas drôle, et je le dis d'autant plus que moi je suis conseillère municipale à Sevran, et qu'on est dans une ville qui a justement un peu de ressources par rapport à la taxe d'habitation, et ce qu'on attendait, c'était la péréquation. On attendait que ceux qui habitent Neuilly contribuent un peu à faire qu'une ville comme Sevran puisse se développer. Avec la taxe d'habitation supprimée, elle n'est pas supprimée pour tout le monde. Ceux qui ont de l'argent vont continuer, de l'argent, j'ai plus de déciles. Pour 80% des Français. Voilà, mais il reste 20%. À Neuilly, vous avez les 20%. À Sevran, je vous assure, les 20%, vous ne les trouvez pas. Donc ça veut dire que Neuilly va continuer à avoir une manne d'argent pour se développer. Quant à Sevran, ce sera 0 plus 0 à tête à toto. Et la compensation, nous n'avons aucune garantie. Donc cette affaire, dans un cas, encore une fois, de réduction drastique des dépenses publiques, quand ils ne savent pas trouver de l'argent, qu'ils aillent chercher... On est très endettés, on est plus endettés que beaucoup d'autres pays. Mais on est endettés parce que la récession économique, elle produit des inégalités sociales, mais aussi de la dette. Donc si on relançait par l'activité, et si on était capable d'aller chercher l'argent de l'évasion fiscale, les 20 milliards du CICE qui servent à rien, qui n'ont pas créé d'emplois, les 7 milliards, là encore, 7 milliards... On veut faire... Non mais vous vous rendez compte ? C'est scandaleux. Mais aujourd'hui, chaque jour, on emprunte sur des marchés. Alors pourquoi on donne 7 milliards aux plus riches ? Heureusement que les taux d'intérêt sont bas. Monsieur Truchot, pourquoi on donne 7 milliards aux plus riches ? Et là, on sera vraiment en difficulté. Vous voulez pas que la France ressemble à la Grèce ? On ne donne pas 7 milliards aux plus riches. On baisse les impôts parce qu'on est leader d'Europe des prélèvements obligatoires. Ça peut peut-être pas continuer. Vous trouvez que c'est bien, vous, d'être leader en Europe ? Et vous trouvez que c'est bien que les riches voient leurs impôts diminuer dans un moment où les inégalités explosent ? Moi, je trouve que c'est très bien que les riches voient leurs impôts diminuer. Moi, je suis pour la baisse générale des impôts, le bouclier fiscal à 50% et la suppression de l'ISF. On est le premier pays d'Europe sur les prélèvements obligatoires à égalité, je crois, avec le Danemark. Ça dépend de quoi va servir l'argent. Est-ce que grâce à ça, on est c'est vrai qu'on se plaint toujours des services publics. Voilà. Est-ce qu'on est un pays, grâce à ça, formidable sur les services publics, etc. Pas du tout. Et vous pensez qu'on va s'améliorer de l'argent, ça va, vous le savez, c'est un tonneau des Danaïdes, et ça fait qu'on fait fuir beaucoup d'investisseurs, vous avez tort, monsieur. Beaucoup de riches, qu'on décourage beaucoup de temps et qu'on incite à l'évasion fiscale. Par exemple, si vous comparez à l'Allemagne, le fait que nous ayons des écoles dites maternelles, des écoles maternelles, qu'on ait des hôpitaux avec un système de soins qui n'est pas celui des États-Unis, il y a toute une série de, toute une série de protections qui existent en France, qui font partie, y compris de nos qualités pour être compétitifs à l'échelle internationale. Donc moi, je suis pour protéger ce régime, pour partager les richesses et pour que les services publics se développent et que les riches et le capital payent pour ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être soutenus. Merci Clémentine Autain. Vous pouvez rester avec nous parce que l'avis de GG va vous intéresser. Vous avez commencé à évoquer le problème. RMC, les grandes gueules, l'avis des GG.
La vie de GG, c'est un coup de gueule poussé par une grande gueule. Oui, et on parlait justement de la difficulté parfois d'obtenir auprès de la banque parce qu'il y a beaucoup de paperasse, de formalités, de contraintes. Alors, et tu as un exemple cas particulier. Dans ma famille, donc ma fille et elle est éducatrice, donc elle gagne relativement peu sa vie, mais enfin elle gagne normalement pour une éducatrice, de père en fille. Et son copain il fait un boulot où il est indépendant, il intervient, il fait des missions, des choses comme ça, il est sociologue. Donc ils travaillent tous les deux. Voilà, ils travaillent tous les deux, ils gagnent plutôt correctement leur vie pour des jeunes. Et donc ils vont à la banque. Et ils vont à la banque pour emprunter. Alors là, c'est un véritable folie. Pour acheter, en fait. Ouais. Alors c'est impossible parce qu'en fait, comme lui, il est indépendant et qu'elle gagne pas assez, lui, il est pas en CDI, mais il gagne plutôt bien leur vie. Et donc, si t'es pas en CDI, c'est mort, quoi. C'est un enfer. Et en plus, il faut une caution. Donc, il faut quelqu'un qui se porte garant. On te prête qu'aux riches. Et alors, non, mais ce qui m'a fait peur surtout, c'est que je sens que justement, avec ces nouvelles lois qui vont arriver sur les conditions de travail, le contrat de chantier, le CDI de projet, toutes ces formes de CDD avant d'arriver en CDI vont être de plus en plus nombreuses. Mais par ailleurs, on n'exige pas des banques qu'elles s'adaptent à ces nouvelles législations. C'est-à-dire, elles continuent de bosser comme avant. C'est-à-dire, je prête qu'à ceux qui peuvent, dont je peux garantir le remboursement, ce qui va faire quand même un impact grave sur la relance et sur le fait que si les gens ne peuvent plus acheter de maison, ne peuvent plus faire de travaux et ne peuvent plus faire construire, ça va poser un gros problème. S'il n'y a que les gens en CDI gagnant encore très correctement leur vie qui peuvent se permettre d'acheter, croyez-moi que le bâtiment il va se casser la gueule sérieusement. Donc il faudrait peut-être exiger des banques qu'elles s'adaptent en permanence à des nouvelles législations quand celles-ci remettent en cause le droit du travail, par exemple. D'accord avec ça, Clémentine Autain ? Non, je suis plutôt pour que les banques s'adaptent à des mauvaises législations, mais que les mauvaises législations n'arrivent pas et que la sécurisation des parcours professionnels doit être un objectif de public. Or, aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On est en train de précariser toujours plus le monde du travail. Karim ? Mais la banque ne prend jamais de risques. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'à un moment donné, elle ne mise pas sur la confiance qu'elle peut avoir. Elle calcule son risque. C'est plus du calcul, là. Je veux dire, elle ne prête c'est pas un service public. Elle ne prête que si elle. Mais il n'y a que le service public qui doit faire confiance aux gens. C'est une drôle de conception de la vie que vous avez. On peut être dans le privé et jouer gagnant-gagnant, respecter les gens, leur faire confiance, coproduire avec eux leurs projets, les accompagner. Donc, c'est ma conception des choses. Non, je pense qu'il n'y a pas un monde idéal dans le public et le monde des diables dans le privé. Et je considère que les banques aujourd'hui doivent revoir leur copie. Il y a des gens qui ont des projets qui tiennent la route, qui mériteraient d'être soutenus, un petit coup de pouce qui ferait que ça fonctionnerait, elle joue pas le jeu. C'est pas normal. Moi, je suis pas du tout en train de dire que l'esprit collectif, service public, bien commun n'est que dans le On a vu ce que ça donnait parfois des banques publiques, il y a eu des scandales. Public, oui, mais vous avez le monde coopératif qui ont aussi des buts, qui sont des buts, des objectifs recherchés. Moi, j'ai fait des demandes de prêt à des banques coopératives, zéro, elles n'ont pas voulu, les garanties n'étaient pas suffisantes. Je suis allé voir des banques type Société Générale qui étaient des banques à scandale, elles m'ont prêté l'argent. Vous l'expliquez comment, vous ? Moi, j'en sais rien, je ne connais pas. Non, mais on ne peut pas partir d'une situation précise. Ce que je veux dire, c'est que l'étiquette coopérative ne décrète pas les valeurs idéales et le monde idéal. Je veux dire, encore une fois, je pense que c'est une question de conception des choses. Et aujourd'hui, c'est une question de but recherché. Oui, de par l'entreprise elle-même. Est-ce qu'une entreprise cherche à faire du profit d'abord ? La coopérative, elle le cherche. Oui, non, mais moi, je suis désolée. Quand vous avez des grands groupes qui aujourd'hui licencient, créent des boîtes sous-traitantes, des filiales, etc., cherchent à baisser le coût du travail pour augmenter les profits, c'est un objectif qui n'est pas un objectif de bien commun et de service public. Le coup de gueule, tu vois, est partagé par tout le monde. Étienne, merci. Clémentine Autain, ça y est, c'est fini. Merci à vous. Bon, et bien à bientôt alors. Ça s'est bien passé. Voilà. Vous avez vu comme on est gentil aux grandes gueules. Toujours gentil. Allez, les GG. C'est là le monde des bisounours. C'est parce qu'elle est blonde que vous êtes gentil. Non. Alors lui.